Et voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, une série spéciale, on aurait presque envie de dire. On est aujourd'hui suite au week-end qu'on a passé sur le cancer à Casablanca. Nous voilà en direct d'un hôtel au Maroc pour faire cette vidéo ce soir spéciale. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est assez intéressant que moi j'ai découvert ce week-end, les interactions majeures entre les micronutriments et la prise en charge des personnes atteintes d'un cancer. Alors, Amine, bonjour d'abord. Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Même si on a petit déjeuner ensemble, on se dit vraiment bonjour, c'est toujours plus sympa pour les gens. Alors, ce week-end, j'ai remarqué qu'il y avait différents points de vue et il y a effectivement, quand on parle de micronutriments, de micronutrition et de médicaments contre le cancer, pour soigner le cancer, il y a différentes choses. D'une part, il peut y avoir un problème d'élévation de la toxicité des médicaments suite à une prise de complémentation alimentaire. Il peut y avoir également une diminution de l'efficacité du traitement ou encore une diminution de l'absorption du médicament ou encore quelque chose que peut-être certaines personnes connaissent beaucoup moins, ce que tu appelles la complexation. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toutes ces choses-là? Oui, donc merci donc Cédric d'avoir permis d'exprimer sur ce sujet-là et merci d'avoir partagé d'ailleurs une partie de ma conférence sur les réseaux sociaux. Donc sujet très intéressant et en même temps très complexe. Complexe, pas dire compliqué. Donc il y a un certain nombre de principes que tu as cités. Le fait que on peut diminuer l'absorption d'un médicament, ou même l'augmenter. Le fait d'augmenter l'efficacité, diminuer l'efficacité d'un médicament de suivi, puisqu'on a fait donc suivi autour de la micronutrition du cancer. Donc il y a plusieurs principes au niveau des interactions nutriments-médicaments. Donc le premier principe, c'est théoriquement parlant, c'est que le dosage des médicaments est standardisé en fonction des études cliniques. On parle ici des humains, donc des études cliniques. On a une standardisation de dosage et ce qu'on appelle l'effet dose. On sait, par exemple, que une dose normale de curcumine, normale, c'est-à-dire une dose moyenne, qui donne les effets qu'on cherche plus ou moins, anti-inflammatoires, antioxydants, ça serait autour de 500 mg. Bon, cette dose-là, c'est en fonction de quoi? C'est en fonction de la capacité de la population générale, moyennement, d'absorber cette curcumine. C'est que la curcumine s'absorbe à quelques pourcents. C'est-à-dire que c'est pas les 500 mg qui vont traiter, qui vont passer dans le sang, c'est une partie de ces 500 mg, et ça veut pas dire que puisque la curcumine s'absorbe pas bien, qu'il faut augmenter le dosage. 500 mg, c'est la dose moyenne intéressante pour un certain nombre de choses, curcumine. Et le fait que le curcumine s'absorbe pas bien, c'est inclus déjà dans cet effet dose. Bon, ça c'est un premier principe. Maintenant, le deuxième principe qui complète l'autre, c'est que il y a autre chose de très important. Ces effets doses-là sont déterminés en fonction d'un certain nombre de fonctionnements d'enzymes, de récepteurs, de protéines, qui gèrent à la fois l'absorption d'un médicament quelconque. J'ai donné l'exemple de la curcumine, mais dans les exemples de la cystathine, de la doxorubicine, paclitaxel et d'autres médicaments chimiques. Donc, on a l'absorption, on a des protéines qui gèrent l'absorption, parmi lesquelles on a la glycoprotéine B, cette protéine qui, on va dire, met des bâtons dans les roues pour l'absorption intestinale. C'est en gros, si on a un substrat, une molécule qui est un substrat de cette protéine, donc qui peut être mobilisée par cette protéine, eh bien, quand ça rentre dans l'entérocyte, cette protéine la fait sortir dehors. On appelle ça une protéine d'efflux. Ça, c'est un point majeur d'interaction, un premier point. Et puis, il y a aussi les cytochromes P450 qui interviennent dans la détoxification. Ces cytochromes-là métabolisent sur une première réaction les médicaments, les xénobiotiques, etc. Parce qu'ici, on parle de médicaments cancéreux. Et donc, tout ce qui va moduler le fonctionnement de ces cytochromes, c'est-à-dire la vitesse d'un cytochrome quelconque, ça va avoir aussi un effet
exagérer ou diminuer sur l'effet dose des molécules. Et mis à part ça, il y a un autre sujet très complexe et qu'on n'abordera pas ici, les mutations, puisque ces dophones sont des enzymes, c'est des structures protéiques, et donc ils ont un gène du code court, et c'est le gène est muté de telle sorte à ce que cette enzyme soit ralentie, ou de sorte à ce qu'elle soit accélérée, ça donne la même chose. Ça, c'est quand on utilise ça en rapport avec les nutriments, on appelle ça une génétique, et quand on utilise ça en rapport avec les médicaments, on appelle ça la pharmacogénétique. Bon, ça c'est autre chose. Maintenant, il y a aussi donc ce que tu disais, les phénomènes de complexation. Ouais. Voilà. Complexation veut dire, chimiquement parlant, une molécule qui forme un complexe avec une autre molécule. Se lie par différents types de liaisons. En général, c'est des liaisons faibles. Quand il s'agit de molécules très différentes chimiquement, c'est des liaisons faibles qui se créent. Et là aussi, on a un certain nombre de choses. On a des phénomènes de complexation qui se passent dans l'intestin, ou ailleurs, même à l'extérieur, les deux molécules ensemble, une solution, et parce qu'il y a des complexes, ces deux molécules qui se mettent en place, qui se forment. Donc, on peut imaginer aussi que dans l'intestin, ça c'est pas qu'on peut imaginer, ça se fait. J'ai donné l'exemple du calcium et magnésium avec un certain nombre d'autres médicaments, de chimio. Donc, ça se lie dans l'intestin. Est-ce que ça fait la même chose dans le sang? Théoriquement, ça devrait le faire, mais comme ce phénomène de complexation est dose dépendant aussi, il y en a beaucoup, très peu de molécules, et on sait que dans le sang, on a très peu par rapport à ce qu'on ingère. Parce que déjà, ce qu'on ingère ne s'absorbe pas complètement, parfois très peu. Surtout c'est des toxiques, le traitement et de la dopamine et tout ça. En plus, quand ça arrive dans le sang, le peu qui arrive dans le sang, il y a une partie qui va partir vers les tissus, une autre partie qui va être éliminée, une autre partie qui va être transformée, et ainsi de suite. Il reste pas très peu dans le sang. Est-ce que maintenant, cette quantité qui reste dans le sang est suffisante pour parler de phénomène de condensation qui va avoir un effet sur le phénotype, c'est-à-dire qu'on peut observer biologiquement et cliniquement? Ça, c'est une question qui reste à se poser par rapport au magnésium et au calcium. Par contre, pour le faire, on le sait, le fer se met sur des molécules, se forme des complexes avec des molécules comme la doxorubicine, par exemple, ou d'autres molécules de chimio, dans le sang déjà. Donc, ça le fait dans le sang, c'est vrai que ça le fait ailleurs aussi. Dans le sang, c'est des petites doses. Et donc, bon, ce qu'on absorbe, c'est-à-dire au niveau de l'intestin, est très peu par rapport à ce qu'on ingère. Et donc, dans l'intestin, ça arrive aussi. Donc, on a ces deux possibilités-là. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a d'autres mécanismes aussi qui sont moins importants. Mais tout ça pour dire que ces principes-là vont moduler ce que l'on appelle l'effet dose connu d'une molécule donnée. Et donc, ça va moduler à la baisse ou à la hausse. Et maintenant, il y a une autre notion, je ne sais pas si on peut discuter de ça aussi, il y a une autre notion qui est l'intensité ou la puissance de l'interaction. C'est pas juste, ça interagit. Il y a la nature aussi d'interaction. C'est une interaction bénéfique ou une interaction négative. Donc, en d'autres mots, on ne sait pas savoir si ça va multiplier, diviser, additionner ou soustraire. On sait pas savoir exactement, on va dire, avec des chiffres précis, mais on sait estimer à la louche. À la louche, c'est-à-dire de dire, là, on a une interaction majeure, là, on a une interaction forte, une interaction modérée, une interaction faible ou très faible. On sait estimer comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui fait ce qu'on utilise aussi en sociologie, en psychologie, ou quelqu'un qui fait un discours, on dit bon, mauvais, très bien, bonne appréciation. C'est pas quelque chose d'extrêmement précis, mais en général, comme on ne sait pas beaucoup de choses là-dessus, et on ne sait pas quoi s'attendre, d'autant plus que, comme je le disais au début, il y a aussi la génétique qui vient se mettre sur tout ça, en parallèle. Ça rend les choses un peu complexes. Ça, on le voit très bien dans l'impression
un médicament. Les médecins connaissent très bien ce phénomène. On donne un médicament à des dosages, au même dosage à des patients qui ont exactement le même truc, etc. Si on peut supposer ça, bah, il y aura forcément quelqu'un qui va bien répondre au dosage, l'autre qui va pas bien répondre au dosage, etc. C'est des phénomènes qui sont bien connus. Donc il y a la nature de l'interaction. C'est une bonne interaction, une mauvaise interaction pour le patient. Il y a aussi la notion de puissance d'interaction. Comme je disais, majeure, forte, ainsi de suite, modérée. Donc, les interactions à prendre en compte sont des interactions qui vont de modéré à majeure. Alors, ça sert pas à grand chose. Faible, très faible. Bon, ça sert à étudier, à faire de la recherche. Mais en pratique, ça n'a pas de sens. Mais si on se concentre un peu ici plutôt sur ceux qui sont, c'est ceux que j'avais repris en premier en tout cas, sur ceux qui ont une interaction majeure, j'étais étonné d'une chose, c'est d'entendre que ce fameux jeu de pamplemousse, qu'on nous conseille souvent, et surtout quand on parle de pays ensoleillés, et à la limite, ça fait moins quand je suis dans mon pays, moi personnellement en Belgique, ou quand on est dans d'autres pays plus froids, mais c'est vrai que par ici, par exemple, on va plutôt avoir cette tendance à dire que le matin, je prendrai un jus de pamplemousse. Et c'est une fausse bonne idée, d'après ce que tu nous as dit, par rapport à son interaction, pas que le jus de pamplemousse, mais tout ce qui tourne autour du pamplemousse. Quelle est son interaction? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Alors, si on prend que du jus de pamplemousse ou des pamplemousses sans avoir à prendre un traitement médicamenteux, là, ça va, ça dépend de la quantité, mais bon, c'est un aliment. Mais si on parle dans le cadre, justement. Exactement, d'une médication, mais il faut faire très attention, notamment le médecin, les médecins connaissent très bien ça, et le médecin n'a pas besoin d'être formé à la nutrition pour savoir que le pamplemousse est dangereux quand on prend un certain nombre de médicaments, beaucoup de médicaments même, des statines, des bêta-bloquants, des médicaments de chimiothérapie, et donc, c'est tout simplement une modulation. Il y a des polyphénols dans le pamplemousse qui ralentissent un cytochrome qu'on appelle CYP3A4. Là, ça ralentit fortement. Par contre, il y a d'autres cytochromes aussi qui sont ralentis modérément de la phase 1. Donc, c'est des enzymes qui métabolisent beaucoup de médicaments. CYP3A4, c'est le cytochrome le plus actif. Ça métabolise à peu près 30% des antibiotiques, globalement, pas que les médicaments. Donc, c'est le cytochrome qui fait le plus gros du travail. Donc, si on le ralentit, on peut dire inhibé, mais c'est un abus de langage. On n'arrive jamais à inhiber un abus de langage. C'est vraiment un ralentissement. Oui, et c'est pour peut-être non. Et puisqu'on parle de dose ici, il y a un effet dose aussi par rapport à cette quantité de pamplemousse, c'est par rapport à la forme. Si on prend jus, c'est beaucoup plus puissant. Si on le prend en entier, c'est un peu moins puissant. Alors, on voit beaucoup dans les compléments des extraits de pamplemousse, des bouteilles extraits de pamplemousse, où la problématique de la prise de compléments, c'est que c'est souvent fait en auto-complémentation. C'est ça, oui, ça c'est très très compliqué. C'est vrai que, alors, il y a les extraits de pamplemousse, il y a les extraits de pépins. Bon, ça donne à peu près la même chose. Les extraits de pépins de pamplemousse ont aussi les effets antimicrobiens, par exemple, mais en termes d'interaction, c'est la même chose. Et donc, pour parler ici d'effet dose, c'est l'équivalent à peu près de 2 à 4 pamplemousses. Et à partir d'à peu près, on va dire, de 2 pamplemousses moyens, on commence à avoir, on n'est pas au gramme près, mais c'est une estimation à la louche. Après, donc le pamplemousse inhibe ce cycle 3 à 4 polyphénol de pamplemousse, et ça inhibe aussi cette glycoprotéine P. Glycoprotéine P qui, comme on a dit, c'est une protéine des flux. Donc ça fait sortir ce qui rentre. Et donc, si en même temps on inhibe la glycoprotéine P qui fait sortir ce qui rentre, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont rentrer, médicaments, donc il y aura une absorption exagérée du médicament qui va exagérer les doses sur
l'effet dose. Et si en même temps, avec ça, on a un CYP3A4 inhibé et que le médicament en question est un substrat du CYP3A4, pas tout les médicaments, et on va avoir un effet exagéré puissance 2 du truc qu'on prend. Parce que ça va se métaboliser plus lentement, ça reste plus longtemps à l'intérieur de l'organisme, circulation. Donc ça, c'est une interaction majeure. Le fait d'associer les pamplemousses, quelque chose qui a à voir avec le pamplemousse, réparation, complément, comme elle dit, n'importe quoi. Pamplemousse, à ne pas confondre avec les agrumes. Le pamplemousse est un agrume, mais ici, on parle que du pamplemousse. Les agrumes n'ont pas ces effets. Ils ont ces effets, mais beaucoup moins. Et c'est des effets souvent de faible à modéré. C'est pas quelque chose qui est très, très compliqué. Par contre, pour le pamplemousse, c'est une erreur de débutant d'associer le pamplemousse avec une prise médicamenteuse quelconque. Ça, c'est la réponse courte. Et après, on peut développer pendant quelques heures pour dire quel médicament on prend avec, quel médicament on va avec et comment on fait. En tout cas, une chose plus détaillée. Avec votre connaissance, mieux vaut ne pas en prendre. Exactement. Alors, tu nous parlais également d'une plante que je connaissais principalement au début, il y a les dessins animés et les chevaux, et le millepertuis. Alors, quelle est son interaction? Quelle est sa problématique dans le cadre justement de... C'est ça. Donc, autre interaction majeure, et là, c'est ce qui va être présenté hier matin dans ce congrès du cancer et nutrition, c'est l'équivalent du pamplemousse, mais l'inverse. C'est-à-dire que le pamplemousse inhibe le CYP3A4 et la glycoprotéine P, et le millepertuis les induit. Donc, ça donne l'effet inverse. Si on induit la glycoprotéine P, on va absorber moins, et si on induit le CYP3A4, le peu qui va être absorbé va être métabolisé extrêmement vite, donc l'effet sera inefficace. Donc, inefficacité puissance 2. Pour, bien sûr, les médicaments, les composés qui sont des substrats de la glycoprotéine P et qui sont des substrats du CYP3A4. Et donc, ça, c'est aussi une autre erreur de débutant si on combine les traitements, je dirais ici quelconque, mais il y a des exceptions à ça, avec une prise de millepertuis. C'est pas la prise simultanée ici, hein. C'est pas par rapport à l'absorption uniquement, parce que l'effet du millepertuis sur la glycoprotéine P qui est dans l'intestin, il dure en fait. Il y a une demi-vie et une durée de vie à ça, ces composants. Et pour le CYP3A4 aussi, ça donne la même chose. Donc, l'équivalent inverse du pamplemousse, qui va exagérer l'efficacité d'un médicament, et donc d'autres diront la toxicité des médicaments, on l'a avec le pamplemousse, il va rendre les médicaments inefficaces. Donc, ce qui va perturber cette notion que je vais expliquer, l'effet dose produit. Ça, c'est le millepertuis. Et sinon, il y a d'autres exemples que j'ai cités tout à l'heure pour la complexation, donc calcium et magnésium. Dans l'intestin, ça se forme des complexes, et ces complexes-là, tout simplement, ça veut pas dire grand-chose. En fait, le complexe veut dire que ni le calcium, ni le magnésium, ni le médicament qui est associé avec ne va servir à quoi que ce soit. C'est désactivé, ça va pas bien s'absorber, et même si ça s'absorbe, ça ne sert pas à grand-chose. Tu parlais également de la vitamine C, du fer et de la vitamine B2. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces différentes parties? Oui, il y a par rapport à la vitamine C et des antioxydants en général, et je prends spécialement ici la vitamine C comme exemple, comme antioxydant. En sachant qu'un antioxydant, comme on l'a déjà précisé hier, c'est pas autre chose qu'un réducteur. La vitamine C est un meilleur exemple parce que la vitamine C est très connue pour avoir cet effet antioxydant très puissant, mais en même temps, au-delà d'une certaine dose, avoir un effet pro-oxydant. On appelle des mégadoses. Et même des mégadoses modérées, pas des petites mégadoses, de type 10-15 grammes. C'est des petites mégadoses. C'est une base de mégadoses. On parle des doses, des mégadoses modérées, c'est-à-dire chez 25, 20, 30 grammes. Ce qu'on utilise en médecine moléculaire.
C'est à partir de ces doses-là, ces mégadoses modérées, la vitamine C devient toxique. En dessous, la vitamine C est antioxydante. Maintenant, le fait de donner de la chimiothérapie, traitement de chimiothérapie et ou radiation, donc radiothérapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on veut créer un stress oxydatif extrêmement élevé pour détruire, entre autres, les cellules cancéreuses et un petit peu les autres cellules. Je dis bien un petit peu parce que souvent, les molécules de chimiothérapie sont développées de telle sorte parce que ça soit beaucoup plus sensible au niveau des cellules cancéreuses et moins au niveau des cellules normales, même si, en théorie, ça détruit tout. Hein. Un peu moins les bonnes cellules, beaucoup plus les cellules. Ça, c'est la réalité. Maintenant, si on cherche à augmenter le stress oxydatif là-dessus, pour détruire les cellules cancéreuses, pourquoi on cherche à diminuer ce stress oxydatif en donnant des antioxydants? Ça, c'est le raisonnement pur. Après, il y a les faits. Et je commence par le raisonnement pur. Donc, si on cherche à détruire les cellules cancéreuses par un excès de stress oxydatif, pourquoi donner des antioxydants en même temps pour pouvoir diminuer les effets secondaires qui eux-mêmes viennent de tout stress oxydatif qu'on cherche à augmenter pour détruire les cellules cancéreuses? Donc, en gros, soit on donne les médicaments de chimiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses et on assume et on accepte les effets secondaires qui vont avec, on paye le prix, en gros. Soit on donne pas. Et ça sert à rien de donner quelque chose pour l'annuler avec autre chose. Bon, ça c'est le raisonnement pur. Maintenant, dans les faits, c'est extrêmement complexe parce que tu as des études in vitro, tu as des études chez l'animal, tu as des études de docking moléculaire, de trucs in silico, tu as des études cliniques, tu as des études cliniques sur les carences et pas sur les excès de ces antioxydants. Tu as des études interventionnelles, on donne des antioxydants pour un patient pour des traitements classiques. Donc, c'est extrêmement complexe. Mais à ce qu'il paraît, et ça je dirais que c'est mon avis, et d'autres peuvent avoir avis, mais je dirais qu'à ce qu'il paraît, ça serait pas une bonne idée, et je dirais que ça serait pas très intelligent de donner des antioxydants au cours d'un traitement de chimiothérapie ou radiothérapie si on a décidé de suivre. Et l'exemple typique ici, la vitamine C. Maintenant, c'est autre chose, encore une fois, si on part sur des protocoles orthomoléculaires où là, la vitamine C devient pro-oxydante, ça c'est autre chose, je ne discuterai pas de ça et je ne suis pas toujours d'accord avec ça. Voilà. C'est des protocoles en marge qui peuvent être dangereux. Il doit être fait par des personnes qui sont très compétentes et parfois ça ne marche pas et parfois ça marche, etc. C'était d'ailleurs tout l'intérêt de ce week-end où il y avait des débats contradictoires où vous étiez plusieurs à parfois être entièrement d'accord, parfois ne pas être tout à fait d'accord l'un avec l'autre, mais amener à une discussion du meilleur fonctionnement et du meilleur pour le patient. C'est ça. Et c'est exactement ça. Donc, ce qu'on a voulu faire dans cette formation, ce congrès, c'est que de montrer que il y a différentes approches. Qui n'est pas ici parce que si tu as remarqué dans tous les intervenants du plus extrême vers le plus extrême de l'autre côté, il y avait personne qui disait écoutez, ces traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, c'est la foutaise, ça ne marche pas, venez, on va changer ça, on va modifier ça par autre chose. Peut-être été dit par une ou deux personnes à demi-mot, mais voilà, quand on rentre dans les détails, etc., les débats, bon, on voit bien que ce sont des débats terminologiques, hein, et que sur le fond, on est d'accord. Maintenant, quand on va d'approche en approche, on voit bien que les approches sont différentes. Alors, quand même, les prémices de raisonnement sont très différentes, mais on arrive globalement à peu près au même résultat, au même diagnostic et aux mêmes solutions. C'est peut-être l'avantage d'ailleurs de ce thème, de voir que de se rencontrer, de se rendre compte, pardon, que les personnes peuvent avoir un avis sensiblement différent, mais que le gros du sujet, c'était amener vers le mieux-être. C'est ça. Du patient vers le soin, vers l'aide en tout cas dans ce traitement.
Exactement. Et la vie. On avait des oncologues classiques, de ce qui est tout ce qui est le plus classique. Des radiothérapeutes, des chimiothérapeutes, des oncologues classiques. Et on avait des médecins fonctionnels, une chimio-gastronomie, par exemple, Blanche Schwartz, qui a un avis très particulier et très intéressant d'ailleurs. Et puis d'autres, David Bistrom, qui vient des États-Unis, et d'autres médecins, qui avaient des avis très différents et qui sont d'accord sur plein de choses. D'ailleurs, je sais que pas mal de personnes ont regardé depuis la France en vidéo, puisque j'ai reçu quelques messages. Et la Belgique aussi. Et la Belgique, évidemment. Et je pense que vous pouvez retrouver toutes les vidéos ou vous pouvez demander peut-être pour avoir les replays sur le site ICMS. On est pas sur .fr et .com. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le site. En tout cas, moi, j'ai passé vraiment un excellent week-end. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment, et je ne parle même pas de l'accueil, qui était vraiment exceptionnel. Donc merci pour tout ça. Et nous, on se retrouve lundi prochain, du coup, pour un live. Oui, avec très grand plaisir, Cédric. Donc, ça a été un grand honneur et un grand plaisir de t'avoir, toi, et l'équipe nutrologique avec Zacharia, tous les autres, Vincenzo et d'autres. Donc, on espère vous avoir la prochaine fois aussi. Écoutez, on se dit à l'an prochain. Voilà. Oui, très bien. Donc, entre-temps, nous, on se dit à lundi prochain. Nous, on se dit à lundi. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et à très bientôt. Merci. J'allonge le bras pour couper. Salut à tous. Ciao. Salut.